Comme chaque jour, vers 16h, je suis arrivé devant l'école pour garer mon bus. Une fois à l'arrêt, j'ai pris l'air en attendant les élèves. C'était une belle journée de juillet, il faisait chaud, c'était très agréable, je me sentais vraiment bien. C'est alors que j'ai entendu la sonnerie. 5 minutes plus tard, je voyais arriver le professeur, suivi par les élèves que je ramène chaque jour chez eux. Je les ai salués et les ai fait monter dans le bus. Ils étaient 26 au total, tous entre 5 et 14 ans. Une fois tout ce petit monde installé, le trajet habituel a commencé. Il y avait une bonne ambiance dans le bus. J'entendais les enfants parler, rigoler, chanter. La route était très calme. Étant en campagne, il y avait beaucoup de champs. Et c'est sur l'une de ces routes très tranquilles que je l'ai vue. Cette camionnette blanche arrêtée au milieu de la route. Sur le moment, je me suis dit qu'elle avait sûrement un problème. Et je me suis arrêté à son niveau. C'est alors que 3 hommes armés sont sortis de la camionnette et m'ont braqué. Ils avaient un collant sur la tête qui déformait leur visage. Ils sont entrés de force dans le bus et m'ont obligé à aller au fond. Je n'avais pas le choix. À ce moment-là, j'étais vraiment en panique. Mais je devais rester fort pour ces 26 enfants qui étaient tous sous ma responsabilité. L'un des ravisseurs nous braquait, moi et les enfants. Un autre a pris le volant du bus et le troisième est retourné dans la camionnette. Le bus a démarré, les enfants étaient terrorisés, certains pleuraient. J'ai essayé de les rassurer comme je pouvais. J'étais terrifié à l'idée qu'ils s'en prennent à eux s'ils pleuraient trop. On a roulé une 30aine de minutes, suivi par la camionnette. Puis d'un coup, le bus a quitté la route et s'est engouffré dans un champ de bambou tellement immense et dense qu'on ne voyait même plus le ciel. Puis on s'est arrêté là et j'ai réalisé que personne ne pourrait nous retrouver ici, cachés en plein milieu de nulle part. J'ai aperçu par la fenêtre 2 camionnettes garées à l'arrière du bus. Les kidnappeurs ont ouvert la porte arrière et nous ont forcés à monter dans les 2 véhicules. L'intérieur était insonorisé et renforcé avec des planches en bois. Il n'y avait même pas de fenêtre. Je suis monté à l'arrière d'une des 2 camionnettes, suivi par la moitié des enfants. On s'est retrouvés enfermés dans le noir. Quelques secondes après, le moteur s'est allumé et on a commencé à rouler. J'ai vite perdu la notion du temps. Ce trajet m'a semblé durer des jours. La chaleur est devenue insupportable. Je me suis mis à frapper les parois, encore et encore, en criant aux ravisseurs, en vain. C'était interminable. D'un coup, j'ai senti qu'on avait quitté la route. On était secoués dans tous les sens, puis on s'est arrêté. La porte s'est enfin ouverte et une lumière nous a aveuglés. Ce n'était pas le soleil, mais une lampe de poche tenue par nos kidnappeurs. Avant même que je puisse faire quoi que ce soit, ils m'ont pointé leur fusil sur la tête, m'ont fait descendre et ont claqué la porte. Je me souviens, les cris des enfants qui résonnent encore. Une fois dehors, il faisait nuit noire. Impossible de voir où nous étions. Il y avait derrière les ravisseurs un trou creusé dans la terre. Ça m'a glacé le sang. Ils m'ont demandé mon nom, prénom et m'ont pris mes affaires. Je leur ai donné, en les suppliant de ne pas faire de mal aux enfants. Ces 3 hommes étaient froids, comme s'ils ne ressentaient rien. Et ce que je redoutais est arrivé. Ils m'ont forcé à descendre dans ce trou. J'avais beau réfléchir, il n'y avait aucun moyen de m'échapper, et encore moins sans laisser les enfants. J'ai donc saisi l'échelle en bois et me suis engouffré dans ce trou. Une fois que mes pieds ont atteint le sol, j'étais sidéré et terrifié. J'étais dans un container. Il y avait une très faible lumière, des matelas sales, 4 bidons d'eau, un peu de pain et une légère ventilation. J'ai entendu au-dessus de moi la porte de la camionnette s'ouvrir. Ils ont pris un des enfants de force, lui ont demandé son nom, prénom, adresse et lui ont pris ses affaires. Quelques secondes plus tard, il était là, avec moi. Ils ont fait de même avec chaque enfant, jusqu'à ce qu'ils soient tous là, dans cet horrible container. Une fois les 26 enfants avec moi, ils ont tiré l'échelle. J'avais beau les supplier de laisser les enfants partir, ils ne réagissaient pas. En levant la tête, je les ai vus poser une énorme plaque de métal pour reboucher le trou. Puis 2 grands bruits. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Ils nous avaient enterrés vivants. Je ne voulais pas le croire. C'est impossible.
Pourquoi détourner un bus et se donner autant de mal pour nous tuer? Ça n'avait aucun sens. En y réfléchissant, ils nous avaient laissé de l'eau, de la nourriture et une ventilation. C'est bien qu'ils ne cherchaient pas à nous tuer. J'avais beau me rassurer comme je pouvais, en me retournant face aux enfants, j'ai réalisé à quel point la situation était désespérée. J'ai tenté de les calmer et les rassurer comme j'ai pu. Je leur ai partagé le pain et l'eau. Il y avait des caisses en bois avec un trou percé servant de toilette. J'ai cherché partout la moindre faille dans les murs, mais rien. La seule issue possible, c'était le trou par lequel on était rentré. Très vite, l'odeur est devenue atroce, la chaleur de plus en plus insoutenable, puis l'air de moins en moins respirable. Je me suis rapproché de la ventilation, mais aucun air n'en sortait. Elle était arrêtée. En me retournant, j'ai vu cette scène d'horreur. Le plafond au milieu du conteneur s'est affaissé d'un coup de plusieurs dizaines de centimètres au-dessus des enfants. C'était la panique totale. Tout le monde s'est mis à crier. J'ai ordonné aux enfants de rester assis contre la paroi et j'ai compris que je n'avais plus le choix. On allait mourir ici, soit de faim, de déshydratation, d'asphyxie ou même enseveli. Je devais trouver une sortie. Le plus âgé des enfants, Michael, a commencé à empiler tous les matelas les uns sur les autres au-dessus de la plaque de métal. Je l'ai aidé et on a créé une pile assez haute pour l'atteindre. J'ai commencé à la pousser, mais ça ne bougeait pas d'1 millimètre. On a poussé sans relâche plusieurs heures. On sentait le poids au-dessus de la plaque se déplacer légèrement à chaque poussée, jusqu'au moment où elle s'est levée sur un des côtés de quelques centimètres, assez pour y coincer un bout de bois. À ce moment-là, on a tous eu un regain d'espoir. On commençait sérieusement à manquer d'air. On a tiré de toutes nos forces cette satanée plaque. Centimètre par centimètre, on pouvait voir une ouverture se créer. En passant mon bras, j'ai senti les 2 énormes batteries qui étaient posées sur la plaque. Michael, qui était plus en forme que moi, a réussi, après ce qui était sûrement de longues heures, par faire bouger les batteries sur un des côtés de la plaque. Puis on a poussé tous les deux de toutes nos forces pour enfin réussir à la soulever. C'était l'euphorie. Tout le groupe était plein d'espoir à l'idée qu'on allait enfin sortir de cet enfer. J'ai aidé Michael à s'extirper, mais je n'arrivais pas à y croire. Il venait d'entrer dans une autre boîte en bois, plus petite et sans lumière, dans laquelle on pouvait même pas se tenir debout. J'avais à cet instant perdu toute volonté, comme si mon corps et mon esprit avaient abandonné. Mais Michael, qui était là-haut, s'est mis à frapper le plafond, encore et encore. De la terre commençait à tomber du toit en bois. Il a pris le bout de bois qui nous avait servi à bloquer la plaque de métal et a commencé à frapper le plafond en bois. Sa rage s'était emparée de lui et son corps suivait, jusqu'au moment où, à force de frapper, on entendit. Le toit en bois venait de céder. Un tas de terre est tombé de l'ouverture, mais toujours pas de lumière extérieure. C'était quand même assez pour retrouver l'envie de me battre. J'ai rejoint Michael dans cette petite pièce, à peine assez grande pour nous deux, et je l'ai vu. Il creusait à main nue la terre sans relâche. Il était plein de sueur, de terre et de poussière. On aurait dit un surhomme. Rien ne l'aurait arrêté. J'étais épaté. J'avais trop peur que nos kidnappeurs soient restés au-dessus de nous et qu'ils s'en prennent à Michael. J'ai commencé à crier de ne pas lui faire de mal, que nous manquions d'air. Et d'un coup, sa main a traversé la terre et fit rentrer un rayon de soleil à travers la poussière. On s'est mis à creuser et sans hésiter, il a sorti la tête par le trou et nous a dit qu'il n'y avait personne. Nous entendions un petit bruit de machinerie au loin. Je suis immédiatement redescendu pour remonter un à un les enfants pendant que Michael gardait la sortie. J'étais le dernier à découvrir l'extérieur. Nous étions en plein milieu d'une carrière de pierre. C'était la fin de la journée, le soleil commençait à se coucher. C'était la première fois que je voyais cet endroit. On a avancé vers le bruit des machines d'excavation. J'ai vu au loin des ouvriers en plein travail. Il y avait un risque qu'ils soient de mèche avec nos ravisseurs, mais je n'avais plus le choix. Nous étions tous déshydratés, affamés et au bord de l'épuisement. On a marché jusqu'à eux et en nous voyant, ils ont immédiatement compris. Ils ont appelé la police. Nous étions enfin sauvés. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Nous ont tous amenés dans le centre le plus proche. On a reçu les premiers soins, de la nourriture, de l'eau et de nouveaux vêtements.
les inspecteurs m'ont posé beaucoup de questions sur les kidnappeurs avant de tous nous faire monter dans un bus vers minuit pour nous ramener chez nous. Et c'est là, pendant le trajet en plein milieu de la nuit, que j'ai vraiment réalisé. On était enfin sortis de cet enfer. L'histoire que je viens de vous raconter, je ne l'ai pas inventée. C'est une vraie histoire. C'est ce qu'ont vécu Frank Edward, surnommé Ed Ray, chauffeur de bus scolaire, et les 26 enfants qu'ils devaient ramener chez eux, dont Michael Marshall. Ça s'est passé en 1976 dans la petite ville de Chowchilla, en Californie. C'est important que je le précise, j'ai raconté cette histoire en me mettant à la place de Ed Ray, mais en imaginant ce que moi, j'aurais pu ressentir et penser à sa place, tout en gardant le déroulé précis des événements décrits par les survivants et par lui-même. Vous devez sûrement vous demander qui étaient les 3 kidnappeurs, quelles étaient leurs motivations et s'ils ont été attrapés. Eh bien, pour commencer, laissez-moi vous parler de l'enquête. Un bus scolaire rempli d'enfants qui disparaît comme ça sans laisser de traces, c'est très vite pris au sérieux. À peine quelques heures après la disparition, et après avoir fait le tour de la ville, la police a utilisé un hélicoptère et a repéré dans la forêt de bambous le bus jaune abandonné. Derrière celui-ci seront retrouvées des traces de pneus et à partir de là, tout le monde comprend que c'est un kidnapping de masse et beaucoup plus de moyens sont déployés. Une 30aine d'agents du FBI sont envoyés enquêter sur place avec la police. Et l'affaire prend des proportions nationales et même internationales. Quand je vous ai raconté l'histoire, j'ai volontairement évité d'aborder clairement le temps de trajet et de détention sous terre. En réalité, Ed Ray et les 26 enfants sont restés 12 heures dans les camionnettes, sans eau ni nourriture ni lumière. Les ravisseurs ont roulé 12 heures sur un trajet de normalement 2 pour arriver en plein milieu de la nuit. Puis dans les containers, ils sont restés enfermés 16 heures sous terre. C'est après leur évasion que les enquêteurs ont déterré le container et ont commencé les recherches. En interrogeant les ouvriers de la carrière, ils ont découvert que le fils du propriétaire de cette carrière, un certain Frederick Woods, est venu avec 2 hommes creuser un énorme trou quelques mois avant l'enlèvement. En se rendant chez ce suspect qui n'était pas chez lui, ils vont trouver tout le plan du kidnapping écrit dans les moindres détails, les affaires des victimes et le papier avec leur nom, prénom et adresse. Mais alors, qui est ce Frederick Woods ? Il est le fils d'une famille vraiment très riche. Il a 24 ans au moment des faits. Ses parents, en voyant que leur fils ne fait pas d'efforts, décident de lui couper les vivres pour le forcer à se trouver un boulot. Dans un premier temps, il contacte 2 amis d'enfance, James et Richard Schoenfield, 2 frères de 24 et 22 ans, qui, comme lui, ont des parents plutôt riches, mais qui ne leur donnent plus d'argent. Ils ont tous les 3 une passion commune pour les vieilles voitures, et décident d'ouvrir un garage. Mais très vite, la vie de riche qu'ils avaient leur manque beaucoup, et ils commencent à voler et se font très vite arrêter. Mais leurs parents venaient chaque fois payer leur caution, et ils se pensent très vite intouchables. C'est Frédéric qui aura envie de faire un casse beaucoup plus gros et qui pourrait même leur rapporter des millions. Ils commencent donc à mettre en place leur plan. Ils vont détourner un bus scolaire, kidnapper des dizaines d'enfants pour ensuite appeler la police et demander une rançon de 5 millions de dollars. Sauf que, le jour J, tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour eux. Une fois qu'ils ont enterré vivants ces pauvres enfants et Ed, ils ont tenté de contacter la police pour demander leur rançon. Mais les lignes étaient saturées, tellement l'affaire avait pris une dimension internationale. Ils ont donc décidé de retenter plus tard et de faire une sieste. Sauf qu'ils vont se réveiller le lendemain en voyant aux infos que les 27 disparus ont été retrouvés. Dans la panique, ils décident de fuir. Richard, le petit frère, se rend de lui-même très vite à la police et les 2 autres en cavale seront arrêtés dans les 2 semaines qui suivent. Ils seront tous les 3 condamnés à la prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle. Richard sera libéré à l'âge de 57 ans, son grand frère James à l'âge de 63 ans et Frederick Woods à 70 ans. Pour ce qui est de Ed Ray et Michael Marshall, ils ont été reçus en héros et Ed a même un parc à Chowchilla qui a été renommé en son nom. Cet événement n'a pas été sans conséquences pour les 26 enfants. Ils ont tous été traumatisés et ont développé des phobies, des dépendances, dépressions et cauchemars récurrents.
Il existe le documentaire Remembering the Chowchilla Kidnapping qui retrace cette histoire et dans lequel la plupart des 26 enfants, devenus adultes, nous racontent comment ils ont vécu l'événement et comment ils ont dû vivre avec par la suite. C'est en m'appuyant sur ce documentaire et sur le film Vanished Without a Trace de 1993 que j'ai pu réaliser cette vidéo. Voilà pour l'histoire d'Ed Ray et des 26 enfants kidnappés et enterrés vivants en 1976 à Chowchilla. Tout ça pour de l'argent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.